À la leçon des descriptions régionales ou provinciales qui équilibraient le bilan de chaque territoire et se mouvaient dans le monde de l'inventaire, la France double de la Restauration en substitue une autre, directement politique, puisque la réflexion sur l'espace se veut comme le test des différents modèles d'organisation sociale et économique. Déjà, au XVIIIe siècle, les physiocrates, en construisant le principe d'une division spatiale toute théorique et en évacuant de leur démonstration tout recours aux espaces historiques, attestent ce lien entre un projet politique, en l'occurrence étendre la grande culture, seule profitable, et une appréhension abstraite de l'espace. C'est à partir de l'opposition entre deux catégories économiques fondamentales, grande culture, petite culture, et à l'intérieur de chacune d'elles, d'une distribution en classes strictement dépendante de la proximité des villes, que peuvent se repérer les oppositions vraies qui différencient les territoires agricoles et non pas à partir de la nomenclature traditionnelle des pays et provinces. Avant même d'espérer changer l'espace concret, tout projet unifié de transformation socio-économique commence par construire le sien propre, à la fois pour reconnaître les inégalités du terrain qu'il faut modifier et démontrer la légitimité de son dessein. Le jeu avec les divisions géographiques s'inscrit dès lors dans une rhétorique de la persuasion fondant ses évidences sur le sens attribué à la distribution spatiale des écarts. Politique et statistique sociale. Le rapport entre une manière de découper l'espace et l'attachement à un système dont elle aide à prouver la validité est reconnu clairement dans les années 1830. Pour éviter ce qu'il pourrait y avoir de tautologique dans une telle démarche, la distribution géographique n'étant probante que parce qu'elle a été construite de façon à l'être, certains arithméticiens sociaux tentent d'utiliser des espaces de raisonnement les plus neutres possibles, agrégeant les données statistiques dans des divisions a priori, débarrassées de toute connotation héritée. Ainsi, Guéry, travaillant en 1833 sur les statistiques du compte général de l'administration de la justice criminelle, nous diviserons la France en 5 régions naturelles, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, formées chacune par la réunion de 17 départements limitrophes. Cette division n'a rien d'arbitraire et ne tend à favoriser aucun système, puisqu'elle est toute géométrique et que l'arrondissement de chaque région est déterminé par celui des quatre autres. Dans ce texte, qui n'est pas sans rappeler celui de Herbin raillé par Lucien Febvre, Guéry se place à l'extrême opposé des géographes du XVIIIe siècle, auteurs des histoires naturelles où s'inventait la description régionale. Ces régions naturelles ne le sont que dans l'ordre de la géométrie, puisqu'en aucune façon elles ne reprennent en charge des divisions déjà existantes et qu'elles ne sont pas construites à partir de l'observation d'ensembles géographiquement homogènes. Conscient de l'investissement idéologique qui surdétermine tout découpage de l'espace, Guéry, sans doute naïvement, veut neutraliser autant que faire se peut les classes géographiques ou ranger les données statistiques. De fait, sa France quintuple permet de reconnaître non plus la concordance mais les discordances entre les faits sociaux. Les crimes contre les propriétés sont les plus nombreux là où l'instruction est la plus répandue et là où il y a le plus d'ignorance. Il ne se commet pas le plus grand nombre de crimes contre les personnes, contre les espaces traditionnels, administratifs, historiques, géographiques, mais aussi contre la France dichotomique, devenue à son tour un espace hérité, imposant sa logique dualiste aux observateurs qui valorisent l'une ou l'autre de ses parts. Guéry et d'autres tentent de traiter de l'espace français comme une surface, parfaitement neutre, où le scalpel peut trancher en toute liberté. Les règles de découpage ne renvoient plus aux accidents du terrain, mais au principe d'une géométrie élémentaire. Toutefois, le projet n'altère en rien la force démonstrative de la France double, promise à un beau succès de Dupin à Magelot. Entre 1820 et 1840, chez ceux qui réfléchissent aux faits sociaux, le cadre régional est tombé dans le plus grand discrédit. Alors que le XVIIIe siècle s'était engagé dans l'inventaire soigneux des petites patries, imposé par la géographie ou forgé par l'histoire, les arithméticiens sociaux de la Restauration et de la monarchie de Juillet
entendent identifier par grande masse et dans leur raison les disparités de tous ordres, économiques, culturelles ou morales, que les enquêtes administratives reconnaissent sur le territoire national. Le passage d'une attitude à l'autre s'enracine sans doute dans une manière nouvelle de penser le rapport entre le pouvoir et le terrain de son exercice. La monarchie ancienne, si elle était désireuse de centraliser la conduite des affaires, s'accommodait en revanche de la diversité reconnue, explorée, célébrée du royaume. Les provinces, les régions, les pays constituent les cellules fondamentales de son organisation sociale et politique. La mission des sciences humaines, balbutiante, est donc d'en établir les caractères propres. Après la Révolution, l'homogénéité de l'espace national est désormais pensée comme la condition nécessaire d'une bonne politique. Un pouvoir efficace suppose une surface lisse où s'exercer sans se perdre à chaque instant dans la marqueterie des différences. La tâche première est donc de reconnaître la distribution des écarts, partant des lois simples qui règlent une diversité que l'on avait pu croire aléatoire. Dans cette perspective, la juxtaposition des inventaires régionaux n'est d'aucune aide. Au contraire, elle constitue un obstacle à la connaissance, fragmentant ce qui doit être rapproché, fragmentant, disséminant ce qui doit être compris unitairement. La statistique sociale des commencements du XIXe siècle laisse donc la région à la curiosité archéologique des sociétés savantes et fonde sur des découpages spatiaux tout différents l'étude raisonnée des faits sociaux. La région, selon les géographes vidaliens. Au début de ce siècle, le débat où s'affrontent rudement géographes et sociologues réactive l'opposition entre ces deux appréhensions de l'espace, entre ces deux échelles de l'observation sociale. Pour la géographie humaine, de l'école de Vidal de Lablache, la région constitue le seul espace légitime où concevoir l'articulation entre les sollicitations du milieu naturel et l'action volontaire des groupes humains. C'est d'ailleurs ce primat donné à la monographie régionale qui distingue la géographie de l'école française de l'anthropogéographie de Ratzel, qui, maniant les espaces à plus grande échelle, était plus tenté de croire au déterminisme des conditions naturelles. À travers les thèses qui se pressent en 5 ans, la Picardie de Demangeon en 1905, la Flandre de Blanchard en 1906, la Basse-Bretagne de Vallot en 1907, la Normandie orientale de Sion en 1909 s'affirment une manière propre de traiter les organisations sociales dans leur enracinement géographique. À son fondement, le découpage d'un espace ni démesuré ni menu, dont la cohérence soit clairement identifiable et puisse être reçu comme un donné d'évidence. Cet espace, quel est-il? La région. Mais justement, qu'est-ce que la région pour les géographes vidaliens? Le territoire qu'il désigne ainsi ne peut être défini ni par l'histoire ni par la conscience d'appartenance des habitants, mais seulement par son individualité géographique. Il s'agit d'un espace à construire, à la fois homogène dans ses caractères fondamentaux et nettement distinct des pays qui l'environnent. Les régions naturelles des géographes vidaliens sont donc des espaces inscrits sur le sol même, mais dont l'existence et les contours n'ont été ni sanctionnés par les découpages politiques, ni perçus par les sociétés qu'ils ont portés et portent encore. C'est une opération intellectuelle, celle de l'identification géographique, qui, en retrouvant leur unité, les institue comme le cadre légitime d'une description scientifique. Même quand la terminologie est la même, la région naturelle n'est pas superposable à l'espace historique. Ainsi, la Flandre, définie par Blanchard, en contraste avec les régions voisines, comme le Pays-Bas, le pays plat, le pays humide. La contrée dont ces faits caractéristiques font une région naturelle ne correspond pas exactement à celle qu'on est accoutumé de prendre pour la Flandre historique. Ces limites tantôt dépassent les frontières politiques et tantôt restent en deçà. Blanchard. Dans d'autres sites, le géographe ne doit pas seulement identifier l'unité naturelle à partir de critères qui lui soient propres, mais aussi la nommer. C'est le cas de la plaine picarde. Toute cette terre se partage entre 3 provinces de l'ancienne France, la Picardie, l'Artois et la Cambrésie. Mais de l'une à l'autre, on passe sans éprouver le sentiment d'une différence. De chaque côté, ce sont les mêmes champs, les mêmes rivières, les mêmes villages, et pourtant, les hommes qui l'habitent
ne semble point avoir jamais eu la notion de cette unité. Jamais dans l'histoire elle n'a porté un nom unique. Il est impossible de trouver dans le langage un mot savant ou populaire, officiel ou familier qui l'embrasse et la définisse tout entière. Aucune province, aucun État, aucun groupement humain ne lui doit l'existence, l'individualité. Mais si elle ne connut pas la personnalité historique, sa personnalité géographique éclate de toutes parts, fondée sur l'unité de sa nature physique et consolidée par les œuvres de ses habitants de Montjon. La Normandie orientale, elle aussi, est un découpage et une désignation qui n'ont d'autre fondement que l'observation géographique. Elle constitue un ensemble organique de régions naturelles. La géographie physique ne les sépare point. La géographie humaine peut encore moins dissocier ces contrées qui ont eu la même histoire et à de rares exceptions près les mêmes règles juridiques. Elle remarque que la variété même de leurs produits les a mises depuis longtemps en relation suivie. Cette unité se manifeste aussi dans son état social. Si d'un texte à l'autre, l'opération qui identifie et désigne la région naturelle comme un espace purement géographique et identique, les critères qui la fondent se déplacent quelque peu. La Flandre de Blanchard trouve son unité fondamentale dans la nature du sol, sa faible altitude, son horizontalité, son imperméabilité. C'est là le critère qui permet d'isoler un espace homogène et de dessiner une Flandre qui ne doit rien aux frontières politiques ou linguistiques. Chez de Menjon, la définition de départ n'est pas seulement naturelle, puisque le sous-sol crayeux déborde les limites de la plaine picarde, entendue essentiellement comme un espace céréalier, distinct des forêts, des pâtures et des régions industrielles qui l'entourent. La plaine picarde ne correspond donc exactement ni à l'étendue naturelle d'un terrain particulier, ni à la circonscription artificielle d'un territoire administratif. Dans un pays comme la France, anciennement civilisé et peuplé, il arrive souvent qu'une région géographique se définit plutôt par un ensemble de rapports entre l'homme et le milieu naturel. L'originalité d'une physionomie géographique provient donc d'une synthèse des données de la nature et des données de l'homme, de Menjon. C'est donc la conception même des rapports non nécessaires qui existent entre les conditions naturelles et l'action des hommes en société qui fonde ici la reconnaissance de l'unité géographique. Pour définir l'espace de son étude, Sion accentue plus encore le poids des facteurs humains. Malgré une relative unité naturelle, la Normandie orientale est en fait une agrégation de régions diverses par le sol et leur culture. Si on peut pourtant la constituer en espace homogène, c'est fondamentalement pour des raisons socio-économiques qui tiennent à la propriété et à l'exploitation du sol, à l'économie des échanges, au passé industriel, d'où ce constat essentiel de l'homme plus que de la nature lui vient son unité géographique. Retourner au géographe vidalien autorise donc deux constats. Tout d'abord, il est clair que tous entendent inventer un découpage neuf de l'espace français. Leur région ne repose ni sur les configurations historiques, ni sur les sentiments d'appartenance. Elles sont un donné objectif, le plus souvent oblitéré dans l'histoire et les consciences, que seule l'analyse géographique est à même de restituer en isolant un certain nombre de facteurs distinctifs. Mais c'est là une seconde donnée parfois oubliée. La nature de ces facteurs dominants varie fortement d'un auteur à l'autre, même si rhétoriquement les formules équilibrent le naturel et l'humain. En fait, les accentuations sont très différentes de Blanchard, qui délimite une unité topographique, à Sion qui constitue sa région sur une base essentiellement économique. Cet écart n'est d'ailleurs pas sans conduire à de symptomatiques inversions. Fortement unitaire dans sa définition physique, la Flandre de Blanchard se fragmente au fil de la description. Il se découvre ainsi dans cette plaine flamande, en apparence uniforme et platement semblable à elle-même, dans tous ses aspects, une variété de caractères inattendus, des régions dont les cultures, l'industrie, les mœurs, les intérêts diffèrent aussi bien que leur température, leur sol ou leur cours d'eau. Ce sont là plus que des nuances. Il s'agit de pays distincts, connus du peuple, auxquels il a donné des noms et dont il s'explique les différences. Blanchard. A l'inverse, la diversité des régions naturelles qui constituent la Normandie orientale de Sion, le Caux, le Bray, le Vexin, les bords de Seine, se change progressivement en unité dans l'analyse des structures,
qui leur sont communes. Le vocabulaire des géographes, qui usent du mot région pour désigner des territoires d'échelle fort différentes, dit par son incertitude une hésitation fondamentale. Comment articuler région et région? Comment individualiser des territoires dont la diversité interne ne détruise pas l'homogénéité, ou du moins, comme écrit Sauret, une certaine homogénéité des parties constituantes? Jules Sion, historiographe français et géographe 1879-1940. Morphologie sociale et monographie régionale. Finalement moins assurés et unanimes qu'il n'y pouvait paraître, les géographes vidaliens ont dû subir les coups critiques de la sociologie durkheimienne. Le texte fondamental est ici une brève recension des 4 livres de Blanchard, de Mangeon, Vallot et Sion, donnés par François Simian à l'année sociologique. Publiée dans la rubrique Morphologie sociale, elle en constitue, avec une critique de Albe Wark, consacrée à un livre de Ratzel, la première partie, base géographique de la vie sociale. Au géographe, François Simian adresse une triple critique. Ils étendent indûment la notion de fait géographique à l'ensemble des faits matériels ou mentaux, détruisant ainsi ce qui devait être le domaine propre de la géographie, à savoir la seule étude des faits dont la localisation physique est un élément constitutif ou explicatif. Il postule l'existence d'une action essentielle du milieu physique sur les faits économiques ou les institutions sociales, alors même que souvent leur propre observation démente une telle relation et que toujours le fait vraiment explicatif et humain et psychologique et le fait physique n'est au plus qu'une condition. Il se condamne à l'incertitude en s'enfermant dans le cadre étriqué de la description régionale. Pour Simian, c'est sans doute là l'erreur majeure. Peu lui importe la définition donnée de la région, quels qu'en soient les critères, elle ne peut que masquer les vraies relations explicatives. Se limiter à une région aussi étroite, c'est se fermer la seule voie qui permette de distinguer entre les coïncidences accidentelles ou non influentes et les corrélations véritables, puisque c'est se fermer la voie de la comparaison entre des ensembles différents assez nombreux, en une matière aussi complexe. Se limiter à un seul cas d'observation, c'est se condamner d'avance à ne pouvoir rien prouver. Les procédures qui doivent être celles d'une science de la morphologie sociale s'opposent terme à terme à la démarche fautive des géographes. Le découpage essentiel n'y est en effet point celui du territoire à considérer, mais celui du phénomène à analyser. Dès lors, les espaces les plus conventionnels, ainsi la France ou l'Europe occidentale, sont des cadres légitimes puisque leur étendue même multiplie les sites où observer les relations entre le fait social retenu et les différentes données susceptibles de l'expliquer. La seule exigence spatiale de la morphologie sociale est celle de l'extension. Partant, la région se trouve totalement disqualifiée comme espace pertinent d'analyse. Le programme proposé à la science sociale définit donc comme tâche première l'étude analytique des différents faits sociaux. Les géographes y ont leur part, à condition de renverser leur démarche et de renoncer à l'illusoire monographie régionale. Imaginons qu'au lieu de s'attacher à un problème présentement, et pour longtemps encore sans doute, aussi insoluble, les mêmes hommes avec leur conscience, leur faculté d'érudition et leur souci de travail et de résultats de science se soient appliqués à étudier par exemple l'un les formes de l'habitation, un autre la localisation de telle ou telle industrie, chacun dans toute la France ou même, s'il y a lieu, dans l'Europe occidentale dans le présent et aussi comme il serait sans doute nécessaire dans le passé. Croit-on qu'il n'aurait pas abouti à apercevoir et même à dégager des relations plus concluantes et pénétrer plus vite et plus véritablement dans l'intelligence même des phénomènes qu'une science de la morphologie sociale peut légitimement se donner la tâche d'expliquer?